On réinvente l'eau chaude, l'émission des installateurs par Génie Climatique Magazine. Troisième jour d'Interclimat et nous sommes toujours sur le stand de Génie Climatique Magazine. Et pour cette troisième émission dont réinvente l'eau chaude, aujourd'hui on s'intéresse surtout à la qualité de l'air intérieur. 2020 sera-t-elle l'année du changement réglementaire de la ventilation et la fin du règne de l'hygrobé? On en parle aujourd'hui avec Michèle Potard. Vous êtes co-gérante de Ventilaire Sec, entreprise nantaise qui milite pour la démocratisation de la ventilation par insufflation. Bonjour Michèle. Bonjour. Il y a aussi Jean-Pierre Guidez autour de la table, responsable technique de Zender, défenseur suisse de la double flux, entre autres. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et puis Ziad Lasoued qu'on ne présente plus, chef de projet chargé de la ventilation au sein de l'UMGCCP, la filiale génie climatique de la Fédération française du bâtiment. Bonjour Ziad. Bonjour. Alors, j'ai envie d'avoir un petit peu d'espoir pour l'avenir de la ventilation. Ziad, est-ce que vous croyez à une évolution du cadre réglementaire pour 2020 ? C'est une question un peu difficile, si on peut dire. Mais il faut rappeler que ça date de 82, exactement. L'arrêté qui réglemente ou bien qui cadre le cadre réglementaire de la ventilation date depuis le 24 mars 82. C'est le fameux arrêté du 24 mars 82 dans lequel on peut trouver tous les débits réglementaires, quel système de ventilation on peut utiliser. Cet arrêté aussi, il est rédigé sous une façon où, si on peut dire, il y a une obligation de moyens et non pas une obligation de résultats. Donc, c'est pas du tout cohérent. Exactement, surtout avec tout le progrès scientifique qui, sur le terrain, avec tout ce qui se passe, les nouvelles technologies développées, les nouveaux systèmes de ventilation qui sont sur le terrain, qui se vendent, qui sont développés, que ce soit par Zender par exemple, qui sont autour de la table, ou bien par Ventilaire Sec, et qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité du terrain maintenant. Les habitudes alimentaires ont changé, la fréquence d'utilisation des systèmes de ventilation ou bien notre présence dans les bâtiments ont diminué peu à peu. On reste pratiquement que de 8h du soir jusqu'à 7h du matin. On passe beaucoup de temps dans nos chambres et non pas dans la pièce principale. Donc les habitudes ont changé. Comment ça se fait que ça n'ait pas changé en 40 ans? En fait, on a essayé de pousser vers ce changement, mais puisque... on sait toujours qu'on a peur du changement. Donc, du coup, on essaye de s'attacher à ces réglementations qui existent depuis X temps. Et du coup, on a profité, si on peut dire, ou bien on a sauté sur l'occasion de la présence de la loi ESSOC. Et moi, je suis chef de file du groupe de travail aération, ventilation et qualité de l'air intérieur pour la loi ESSOC. Donc, j'essaye à fond de pousser vers le changement de cette réglementation. Ce qui est sûr que ce changement ne sera pas pour très bientôt, mais au moins avec la loi ESSOC, c'est une loi de confiance. On a réussi à changer la donne. Comment ? C'est que à partir de la sortie de la deuxième ordonnance de la loi ESSOC, il y aura une obligation de résultat et non pas de moyens. Et ça, c'est un point très important parce que du coup, on ne va pas juger... Ça, ce sera quand cette... L'ordonnance numéro 1 est apparue le mois de juin dernier et le deuxième ordonnance, ça sera mi-février 2020. D'accord. Donc, du coup, après cette ordonnance, on aura la possibilité d'innover. En fait, c'est une loi qui va pousser les industriels, les installateurs à faire des essais, à faire des installations qui sont plus ou moins innovantes. Et on a bien dit qu'on définit par système innovant tout système qui n'est pas réglementé. Si on va dire réglementé, c'est pas cadré par la réglementation du 24 mars 82. Donc, du coup, les systèmes double flux, hygroréglables qui sont cadrés par les avis techniques, l'insufflation qui est cadrée dans l'arrêté du 24 mars 82 dans les zones H2, H3, ne sont pas concernés par la loi ESSOC. Donc, du coup, à certains moments, on s'est posé la question, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec cette réglementation si toutes les réglementations sont déjà réglementées? Donc, du coup, on essaye de trouver des choses. On a LCA, FFB, les constructeurs aménageurs, ils ont déjà commencé à essayer quelques systèmes innovants pour essayer de valider et développer ce qui existe dans la loi ESSOC. Et nous, de notre part, on essaye de faire des études, des recherches
scientifiques ou bien du terrain, puisque nous sommes en contact permanent avec les professionnels, pour demander, pour vous, est-ce que la réglementation comme elle est maintenant vous va? Est-ce que ça vous va? Est-ce que les débits qui sont utilisés ou bien mentionnés dans l'arrêté du 24 mars 82 sont toujours valides ou bien toujours d'actualité? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cette réglementation? Parce que si on veut dire il faut chambouler ou bien il faut changer l'arrêté du 24 mars 82, il faut qu'on aille vers quelque chose qui ressemble à nos besoins et non pas juste changer la réglementation pour le changement. Donc il faut que ce changement soit adapté au terrain, aux professionnels, aux installateurs et aux fabricants aussi, parce que c'est eux qui conçoivent et qui mettent en place des systèmes de ventilation qui seront installés après par des installateurs. Donc ce petit lien entre installateurs, État, corps d'État, si on va dire corps d'État, c'est ministère ou bien DHUP, et fabricants, il est vital pour le progrès de la ventilation mécanique contrôlée, si on peut dire. Il faut arrêter de dire que la ventilation ne sert à rien, la ventilation c'est c'est une perte d'argent. J'ai quand même l'impression que les mentalités évoluent, non, par rapport à ça? Les mentalités évoluent parce que maintenant l'État essaye de sensibiliser les gens par rapport à tout ce qui est qualité de l'air intérieur. On sait bien que la mauvaise qualité de l'air intérieur coûte à l'État 20 millions d'euros par an. Milliards d'euros. Pardon. J'ai peur de ces sommes, moi. Donc ça me fait peur, franchement. Mais elle coûte 20 milliards d'euros par an. C'est énorme. C'est flippant. C'est flippant. Il y a des études scientifiques qui sont faites par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui disent qu'en assurant une bonne qualité de l'air intérieur, on peut gagner 6 mois de vie. Donc imaginez, au lieu de mourir aujourd'hui, vous allez mourir dans 6 mois. Donc, il faut juste imaginer la situation. Donc, mais franchement, cette question mérite de se pencher sur la question de la qualité de l'air intérieur. Et du coup, nous, au sein de la FFB, au sein de l'UMGCCP, on a profité de ça, puisque on a participé à la rédaction du livre blanc de la ventilation. Et dans ce livre blanc, il y avait une mention qu'après la finalisation de tout système d'installation, de tout système de ventilation, une attestation de respect et de réglementation est nécessaire et elle sera fournie que ce soit par une tierce partie, un organisme de certification, ou bien par un professionnel qualifié. Et puisqu'il y a cette petite mention de qualifié, on a commencé à mettre en place un CQP, un certificat de qualification professionnelle d'installation et de maintenance de systèmes de ventilation et de maîtrise de qualité de l'air intérieur. Donc on a essayé d'injecter ce paramètre qualité de l'air intérieur dans ce CQP pour préparer nos professionnels déjà à être... il faut, en fait, le but de l'union ou bien du syndicat ou bien de l'État, c'est de faire monter en compétence les professionnels. Donc c'est ça le but principal, et aussi pour aider les fabricants à bien mettre en place leur matériel et pour avoir les résultats des tests dans les labos. Donc en fait, eux, moi je comprends parfaitement la frustration des fabricants, puisque eux, ils font des tests sur in situ, pas in situ dans des laboratoires, et in situ, ils se trouvent avec des courbes qui sont complètement différentes par rapport aux courbes obtenues pendant les tests. Donc ils se posent beaucoup de questions, c'est notre faute, c'est pas notre faute, et du coup il y a beaucoup de systèmes comme l'insufflation, comme la ventilation double flux, qui sont pénalisés par exemple dans la RT 2012 et qui seront toujours pénalisés dans la RE 2020. Il répond à toutes mes questions avant que je les ai posées. Ça me rassure. Je voudrais revenir quand même sur un élément, le droit d'expérimenter là, qui est arrivé il y a peu, fin septembre. Je crois que Michel Potard, vous y êtes quand même pour quelque chose. Est-ce que ça n'était pas un bon signal de voir enfin ce droit d'expérimenter ? Si, tout à fait. Il y a le conseil de simplification qui avait été mis en place. C'était déjà Emmanuel Macron en tant que ministre qui avait souhaité, dans une de ses propositions, lever les freins réglementaires à l'innovation. Pour répondre à ça, il a créé un appel à projet qui s'appelle France à expérimentation. Bien évidemment, nous, on a été largement encouragés à présenter notre dossier par différents institutionnels. On a été tout de suite retenu. Donc l'objectif était la DHUP sur le guide Construire sain, le complément d'octobre 2015 avait déjà validé des interprétations qui pouvaient être faites un peu
avec un petit peu de fantaisie. Donc la DHUP a positionné les choses sur la zone H2, H3 et pas mal de choses aussi sur la RT 2012. Et ensuite, ça c'était pour améliorer la lisibilité de la lecture de la parce que c'est quand même réglementation. très complexe. Absolument. C'est bien pour ça que dans le Conseil de simplification, il y avait cet axe-là, améliorer la lisibilité de la réglementation sur la ventilation. Et en plus, après, cet appel à projet, France Expérimentation, qui était là pour lever des freins réglementaires à l'innovation. Parce qu'il est très difficile d'innover dans un tout petit carré qu'on nous laisse. Et quand on est sur une réglementation qui, effectivement, a été inspirée plus des années 50, les études qui ont servi et tout, qui a été faite en 82, c'est difficile d'innover dans ce cadre-là. Donc, effectivement, le Conseil de simplification en avait pris conscience. Notre dossier a été retenu tout de suite. Ça veut dire qu'il a été validé par les différents ministères, puisque il a fallu que ce soit 4 ministères qui valident ce point-là. Il est sorti, il a fallu effectivement un petit peu de temps pour que cet arrêté soit signé, plus de 2 ans, mais il a été signé et il est acté. Il va nous permettre de démontrer et de faire de l'expérimentation pour la zone H1, donc ce qui nous permet de couvrir maintenant la France entière. Et bien évidemment, pour nous, on considère que c'est vraiment un signal fort d'une volonté de l'État d'avancer et d'aller sur de la performance en termes de résultats et pas sur des moyens, et pouvoir transformer l'essai de l'arrêté expérimental sur un arrêté définitif. Et nous, bien évidemment, ce que l'on prône depuis longtemps, c'est de pouvoir être jugé vraiment sur des résultats de qualité d'air avec le meilleur bilan énergétique possible. C'est vraiment ça qu'on prône depuis longtemps. Il faut quand même savoir que normalement, la réglementation, elle est là pour encadrer et elle est là pour accompagner l'innovation. Alors que là, on a l'impression qu'elle bride énormément. Exactement. Absolument. Et pourtant, ça, normalement, dans les textes, la réglementation ne doit pas freiner l'innovation. Même si, effectivement, on a vu qu'ils ont pu mettre un axe de ce Conseil de simplification là-dessus, c'était pas l'objectif. Normalement, ça ne devrait pas se passer. On a quand même un autre bon signal avec la réforme du crédit d'impôt à la transition énergétique, puisque apparemment, dès 2020, il y aurait une jolie enveloppe allouée à l'acquisition d'une ventilation double flux. Jean-Pierre Guidez, est-ce que ça veut dire qu'enfin, on va avoir une généralisation, une démocratisation de la double flux en France? Vous y croyez, vous? En rénovation, j'y crois pas. D'accord. L'enveloppe qui va être donnée est de 4 400 € aujourd'hui pour des ménages très modestes. Or, en rénovation, 4 400 €, ça ne suffira pas pour pouvoir installer une ventilation double flux C'est combien aujourd'hui à peu près et en pouvoir surtout rénovation? installer un système complet, puisque ce qui va être demandé, c'est un système complet. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un pas en avant puisqu'on a quelque chose qui arrive et on a une aide qui arrive, mais cette aide n'est pas pour l'instant assez suffisante pour pouvoir amener vraiment à ces ménages modestes qui ont besoin justement d'avoir une maison qui est plus économique, avec une meilleure qualité d'air intérieur, à des systèmes qui puissent leur permettre justement d'obtenir cette qualité d'air intérieur. Après, est-ce que la ventilation n'est pas finalement la dernière étape qu'on fait dans la rénovation énergétique? Il faut peut-être un petit peu tout cloisonner avant, non? C'est la dernière étape, mais c'est l'étape qui est aujourd'hui primordiale, puisque une fois que vous avez bien isolé et bien étanchéfié votre bâtiment, si vous ne ventilez pas votre bâtiment, les résultats sont terribles en termes de qualité d'air et en termes d'efficacité. Et au final, c'est la santé de l'occupant qui est mise en jeu. Or là, en ne donnant que 4 400 € sur des ménages très modestes, en fait, on ne donne pas les moyens justement à ces personnes de pouvoir améliorer et avoir une bonne qualité d'air alors qu'ils ont déjà fait toutes les améliorations au niveau de l'isolation et de l'étanchéification du bâtiment. Moi, souvent, quand je parle ventilation double flux, beaucoup de professionnels me disent « bah oui, mais c'est compliqué à installer, c'est pour ça aussi qu'en France, on n'en a pas tant que ça ». Est-ce que vous entendez ce message, Jean-Pierre? On entend très souvent ce message, effectivement. Il faut savoir que les systèmes ne sont pas forcément compliqués à installer. C'est surtout beaucoup de professionnels qui n'ont pas du tout de formation pour pouvoir les installer et qui aujourd'hui considèrent que dès qu'on a une ventilation double flux, on doit mettre 2 réseaux et donc ça devient compliqué. Or, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le marché, depuis 10 ans, on a bien évolué, on a des systèmes qui sont très simples à installer, qui sont un peu entre guillemets entre type et Lego. Vous avez juste à assembler les pièces et il n'y a pas besoin d'avoir une formation très importante pour pouvoir le faire. Mais par contre, un minimum de formation est nécessaire. Et c'est ça, je pense, qui manque, non? C'est une question que je vais vous poser à tous les trois. Est-ce que l'État met les moyens pour créer cette formation de ventiliste? Est-ce qu'on n'en attend pas un petit peu plus là, pour faire évoluer la filière? En fait, nous, je vais vous donner un exemple du terrain. En fait,
on a mis en place un CQP, installateur maintenant. Oui, vous en parliez tout à l'heure. Exactement, mais ce CQP existait depuis 2010. D'accord. Et il n'y a aucun centre de formation qui l'a demandé. C'est fou. Et j'arrivais pas à comprendre les raisons de ce refus de ce CQP. Et quand je me suis penché sur la question, j'ai découvert qu'on a un peu beaucoup anticipé le marché en fait. D'accord. En 2010, c'était un peu trop tôt de mettre en place. Les gens n'étaient pas conscients de cette question de ventilation, de qualité de l'air intérieur. Déjà, l'RT 2005 peine à monter en 2010, en 2011. Il y avait les maisons BBC avant ça. Et avec l'RT 2012, ils ont commencé à prendre conscience de l'importance de la ventilation parce que quand les systèmes de ventilation dans une maison RT 2012 tombent en panne, les gens vivent dans des cocottes minutes. Ils se sont rendus compte que, à ce point, les systèmes de ventilation, ils sont aussi importants et ils se rendaient pas compte. Pourquoi ? Parce que la qualité de l'air intérieur ou bien la ventilation, c'est une chose qui n'est pas du tout tangible. On arrive, c'est quelque chose de transparent, elle est autour de nous, mais on n'arrive pas à la toucher ou bien à la quantifier. Donc, c'est pour ça que les gens n'étaient pas conscients de ça. Et du coup, après le développement de la RT 2012, on a vu à partir de 2013-2014, que ce soit chez les fabricants, ils ont commencé à mettre en place leur propre formation pour former les installateurs sur leur propre système de ventilation. C'est ce que vous faites, vous, Ventilair-Sec, Zender? Oui, tout à fait. On Oui, est tout à fait. Exactement. centre de formation et on forme tous nos clients. Parce que C'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, le niveau de formation des installateurs exactement. il est quasi inexistant en ventilation. Dès qu'on leur parle de ventilation, il y a un grand blanc en fait. Non, mais du coup, vous êtes obligé de faire ce que l'État devrait faire, non? C'est ce que nous sommes en train de faire en fait. Nous sommes en train de développer ces formations, de les adapter aux besoins des fabricants et des occupants aussi, parce que les occupants ou bien les clients, ils veulent avoir une installation. Quand ils dépensent de l'argent, ils veulent avoir des résultats. Et là, on ne voit pas du tout les résultats. Pourquoi ? Parce que ou bien le système il n'est pas adapté à la maison, puisqu'on parle dans la réno et il essaye de mettre des systèmes de ventilation qui sont destinés pour le neuf, ou bien que les installateurs ils ne sont pas aussi qualifiés pour mettre en place ce genre de système, ou bien qu'il y a un mal fonctionnement du système parce que l'occupant, même moi quand j'étais étudiant, j'ai souvent bouché la bouche d'aération ou bien de niveau. Même moi je l'ai fait, et là j'ai honte de dire ça, mais même moi je l'ai fait quand j'étais étudiant. Donc j'espère, c'est ça qui va me rassurer. Mais donc c'est une question de conscience, c'est une question d'actualité. Le sujet devient de plus en plus d'actualité. Les fabricants, ils sont conscients au moins de cette difficulté de passage de connaissances entre les fabricants qui sont hyper techniques, hyper pointus sur leur technologie, et les installateurs qui sont sur le terrain. Oui, qui ont le nez dans le guidon. Exactement. Et ils pensent au devis. Ils ne sont pas toujours des grands artisans ou bien des grandes boîtes. Ils sont souvent des auto-entrepreneurs ou bien des boîtes moins de 10 personnes. Donc, ils se trouvent dans des situations où ils doivent tout maîtriser et au moins faire des devis à moindre prix. Donc, c'est un peu absurde pour eux. Donc, et du coup, il faudrait passer plutôt par une pédagogie, par il faut sensibiliser, et il faut sensibiliser. Je vais le répéter. Franchement, parce que pour moi, exactement, il y a un métier qui n'existe pas, qui est le métier de ventiliste, qui n'existe pas en France. Je suis tout à fait. Dans tous les autres pays d'Europe. Mais c'est dingue, encore une fois. Il faut des budgets pour effectivement avoir des ventilistes, avoir un métier de ventiliste. Il faut les budgets qui vont avec. Et je pense que ça passe par la sensibilisation évoquée tout de suite. Ouais. Plus les gens prendront conscience de l'importance de la qualité d'air et donc des systèmes de ventilation à mettre en place, plus ils accepteront de mettre le budget qui va bien avec des professionnels qui se sont formés et tout parce qu'ils sont directement dans leur métier et pas dans un métier parallèle comme le plombier, etc., qui va prendre le métier dans certaines, notamment dans le neuf. Dans la rénovation, on a plus de professionnels qui peuvent effectivement expliciter le bien fondé, et comme
Ils peuvent expliquer aux clients l'intérêt. Ils peuvent effectivement faire un bon travail, de viser correctement pour que tout soit bien fait. Dans le neuf, c'est un peu plus difficile puisque les acteurs doivent vendre la maison et tous les systèmes c'est intégrés. ça. Il Donc, faut que le c'est promoteur un peu, se soit mis aussi dans la mission tête. impossible, Exactement. Et souvent, l'eau ventilation est tirée à la courte paille à la fin parce qu'en fait, personne n'en veut. Oui, Ni le exactement. plombier, ni le chauffagiste. Parce ni que personne ne l'électricien. sait l'installer. Bah, parce surtout que les coûts sont tellement tirés vers le bas qu'au final, C'est tout à plus personne fait n'en ça. veut. Quoi. Ouais. plus personne ne veut la responsabilité Voilà, de plus personne quelque ne veut chose la qui ne fonctionnera pas, c'est responsabilité ça d'un Et même On pas, peut et pas même, faire travailler les gens pour rien aussi. C'est Ouais. exactement ça. et même pas la responsabilité. Moi, je vous cite des exemples du terrain. En fait, pour une personne qui va faire l'entretien d'un système de ventilation 10 ans hygroréglable, au lieu de faire venir un professionnel pour faire l'entretien chaque 2 ans ou bien chaque 3 ans, il préfère partir chez un grand distributeur, acheter tout un kit à 140, 150 balles et l'installer lui-même, et Avec, changer toute l'installation, quoi. Avec aucun conseil, Avec, avoir des résultats exactement. Et après, ils disent que on a eu des bons résultats, on a de l'asthme, on souffre des moisissures partout, alors que il ne sait pas du tout que c'est la raison de la mauvaise installation de systèmes de ventilation, de l'absence d'entretien, de l'absence de qualification du professionnel qui lui a installé son installation. Donc il y a beaucoup de... On en revient à la sensibilisation. du Exactement, public. c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point. Et remettre aussi en parallèle que ce coût qui peut paraître important, bien sûr, si on est à 140 € dans la GSB. Il faut au moins mettre un zéro derrière, si ce Il faut n'est. au moins mettre un zéro derrière. Et puis, quand on le ramène à la durée de vie des produits, des systèmes qu'on met en place, par rapport à l'intérêt sur la santé, si vous ramenez ça en coût mensuel, c'est ridicule. Bien sûr. C'est pas un représente rien. paquet de cigarettes Non, c'est par clair, mois. ça Donc, représente rien. C'est même ça pas. représente rien. Ouais. Mais c'est l'approche, effectivement, c'est de la pédagogie sur l'importance de la qualité d'air, sur l'importance de mettre un système bien installé, un système de qualité bien installé en place et ramener tout ça sur les avantages apportés, sur le fait que les systèmes ils vont répondre, ils vont tenir leurs promesses. C'est ça maintenant, on a tout un tas de moyens pour démontrer qu'on tient nos promesses avec des relevés de qualité d'air. De plus en plus, il y a de capteurs qui régulent les systèmes de ventilation et qui peuvent aussi démontrer sur des applis Que ça fonctionne. que ça fonctionne. Et tout ça ramené, on met en parallèle la santé et un coût ramené mensuellement qui est ridiculement bas, je dirais. On doit pouvoir sensibiliser les gens. Les gens sont sensibles. Il y a de plus en plus de gens allergiques et tout, qui ont besoin d'avoir un air de qualité, aussi bien sur tout ce qui est pollution atmosphérique. Oui, parce que l'air les extérieur est pollens, aussi de plus en l'humidité, plus pollué. etc. Vraiment, je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire sur cette importance-là. Il faut Mais réexpliquer aux gens à quoi sert une ventilation. Oui. C'est surtout ça, c'est ce qui est primordial aujourd'hui parce que quand on va voir les particuliers, qu'on parle avec les particuliers, on se rend compte que la plupart d'entre eux savent déjà pas qu'il y a une ventilation dans leur maison. Et quand ils savent pas ce que c'est. Quand ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas à quoi ça sert. Ils savent même pas que ça se nettoie. Et malheureusement, il faut de la maintenance sur ces systèmes-là, comme sur tous autres systèmes, pour que ça fonctionne. Et eux ne savent pas qu'il faut le maintenir. Une maintenance tous les combien? On vend des appartements, on vend des maisons, on n'explique jamais qu'il faut nettoyer le système de ventilation. Alors Jamais. qu'on va vous dire la chaudière, n'oubliez pas tous les ans. Voilà, tout à fait. Et on oublie la l'oblige ventilation. Et on l'oblige. Oui. Parce que Il faudrait donc une obligation aussi pour l'entretien de la ventilation. C'est aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire d'avoir une obligation sur l'entretien de la ventilation, parce qu'on arrive quand même sur des maisons qui sont très étanches. Si on n'entretient pas la ventilation, on n'aura pas d'air à l'intérieur, on aura une mauvaise qualité d'air à l'intérieur, et on va avoir des gros dégâts au niveau santé, mais au niveau aussi des bâtis, au niveau des maisons en elles-mêmes. On voit que ventilation et santé, ça ne fait qu'un. On a quand même des signaux qui semblent prometteurs du gouvernement, ou du moins des parlementaires, avec ce groupe de travail, vous savez, qui est dirigé par la députée Claire Pitola, sur la qualité de l'air intérieur et extérieur. Parce que voilà, ils ont encore du mal à faire la quand même, on distinction a entre les le deux. paramètre qualité de l'air intérieur dans le titre, donc Voilà, c'est déjà pas mal. c'est ça, c'est un bon signal, non? Ouais, exactement. Et est-ce que vous pensez que la nouvelle réglementation, la RE 2020, ce sera ma dernière question à tous les trois, est-ce que vous pensez qu'on pourra voir enfin quelque chose de prometteur pour la ventilation dans la RE 2020? Michel? C'est un premier pas, mais il faudra aller plus loin. Ça ne suffira pas? Je pense que ça ne suffira pas. On va parler de qualité d'air, de l'importance de la qualité d'air. Il y a aussi le guide de la construction qui en parle, qui implique que les intervenants professionnels doivent absolument maintenir un air de qualité pour ne pas nuire à la santé. Ça, c'est le guide de la construction. Mais je pense qu'on a encore un petit bout de chemin. Et pour
Pour moi, c'est effectivement pouvoir remettre un peu à plat la réglementation de la ventilation sur une obligation de résultat, de performance en termes de qualité d'air avec le meilleur bilan énergétique aussi. J'ai l'impression qu'il va falloir être patient de ce que vous nous avez dit, Ziad. C'est pas pour tout de suite ce changement de cadre D'après, réglementaire. franchement, mes propres interprétations, c'est que ça sera pas pour tout de suite, et en plus de ça, puisque toujours les nouveaux systèmes de ventilation, que ce soit par insufflation, ventilation double flux, centralisée ou décentralisée, ou bien il y a toujours cette absence du paramètre récupération thermique ou bien récupération de chaleur. Donc du coup, même dans la RT 2012, dans la RE 2020, ces systèmes de ventilation, ils sont pénalisés parce qu'ils consomment de l'électricité, mais en aucun cas ils sont mis en valeur parce qu'ils économisent de l'énergie en récupérant de la chaleur. Donc moi, franchement, à certains moments, j'attendais qu'il y aura cet aspect de mise en valeur ou bien de gain de points. Si on va parler RT 2012, RE 2020, on va gagner un peu plus de moins en récupérant de la chaleur via les échangeurs de chaleur qui existent dans la double flux, que ce soit aussi par l'insufflation. Mais j'ai pas vu ça. Donc franchement, on voit bien les traces carbone dans l'RE 2020, on voit tout ça, mais on voit pas les choses qui existe déjà, cette partie récupération d'énergie, valorisation d'énergie qui passe par les systèmes de ventilation. Et puisque pour moi, déjà, si ça, c'est déjà pas fait, ça ne sert à rien de chercher ailleurs. Il faut déjà commencer par les points fondamentaux et après voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour la réglementation, pour que ce soit la loi ESSOC, l'arrêté du 24 mars 82, ainsi de suite. Donc il faut commencer par les choses basiques, la mise en valeur. Basique ou bien pour vous, mais qui ne semble pas si évident. Exactement. On pourra mettre maintenant, pourquoi dans le titre de ce débat, c'est l'Igro B. Pourquoi l'Igro B elle est mise en valeur dans la RT 2012 et non pas la double flux? Parce que si on va utiliser la double flux, le système de ventilation va être pénalisé parce qu'on consomme de l'électricité, donc on doit isoler plus la maison. Donc le constructeur il va perdre un peu plus d'argent. Donc c'est ça la logique. Donc et ça me paraît absurde que les gens acceptent d'acheter une maison plus chère de aller 5 000 euros, 10 000 euros pour ne pas perdre de l'argent sur les systèmes de ventilation et sentir ou bien avoir le confort de vie dans leur propre maison. Donc, cette absurdité, exactement. Il faut reprioriser en fait les besoins de vie. Est-ce qu'on veut vivre dans une maison conforme ou bien dans une maison confort. Donc c'est ça la nuance en fait. C'est pas mal, je le retiens. Jean-Pierre, le mot de la fin sera pour vous. Alors, moi, je pense que la RE 2020 va quand même être quelque chose qui va permettre un petit peu plus de développement de la double flux, puisqu'on a quand même la récupération de chaleur qui va être considérée comme une énergie renouvelable dans le RER. Donc, c'est déjà comme un gros plus qu'on attendait depuis maintenant RT 2005, quand même. Ça fait quand même quelques années. Oui, effectivement. Par contre, le point qui va toujours être bloquant et qui est toujours bloquant, qui fait qu'aujourd'hui, la simple flux Igro est toujours mise en valeur dans les calculs thermiques, c'est qu'en fait, c'est très simple de faire aujourd'hui une étude thermique avec une simple flux Igro. Il suffit de cliquer sur un bouton et c'est rempli. Donc c'est la facilité pour tous les bureaux d'études, mais c'est aussi dû parce que tous nos éditeurs de logiciels aujourd'hui ont tout fait pour simplifier cette partie-là sur la simple flux. Et ils ont oublié le reste. Alors qu'ils ont laissé de côté tous les autres systèmes. Vous voulez faire une double flux, il va falloir passer presque une demi-heure pour la valoriser. Alors qu'on aurait pu faire la même chose avec le double flux. Et là, on aurait effectivement beaucoup plus de double flux qui seraient vendus en France aujourd'hui, parce qu'il suffirait juste d'appuyer sur un bouton et ça se ferait. Alors qu'aujourd'hui, vous demandez un permis de construire, vous demandez une attestation RT 2012, et ben on vous sort une fiche standardisée. On appuie juste, on met juste votre nom, votre prénom, on appuie sur un bouton et ça sort en Igro automatiquement. Et ça, c'est pas normal. C'est quelque chose qui doit changer dans la RE 2020. Il faut que nos éditeurs de logiciels, que le CSTB fasse en sorte que les autres systèmes puissent être aussi sélectionnés facilement et mis en valeur facilement justement dans les calculs thermiques pour les différents professionnels, pour que les bureaux d'études n'aient plus cette contrainte d'être obligés d'aller chercher, de créer et de passer presque une demi-heure pour créer un autre système que celui qui est l'Igro. Oui, finalement, la sensibilisation, elle n'est pas à faire que sur le public, mais sur toute la filière. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis ce podcast, on réinvente l'eau chaude sur la ventilation, est à réécouter sur génieclimatique.fr. Merci. Merci. C'était On réinvente l'eau chaude, l'émission des installateurs par Génie Climatique Magazine.
Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook.